La tour de l'éléphant. Poursuivant sa route vers le sud, Conan franchit les montagnes sauvages qui séparent les États iboriens orientaux des steppes turaniennes, et parvient enfin à Arenjoun, la fameuse ville des voleurs du royaume de Zamora. Nouveau venu dans le monde civilisé et farouchement individualiste de nature, il se trouve, ou se creuse, un trou comme voleur professionnel dans ce pays, où le vol est considéré comme un art et une vocation honorable. Encore très jeune, et plus audacieux qu'habile, ses progrès dans son nouveau métier sont d'abord assez lents. Partie 1. Les torches jetaient une clarté diffuse sur les réjouissances du môle, où les voleurs de l'Orient donnaient une fête nocturne. Dans le môle, ils pouvaient hurler et faire la bombe, comme bon leur semblait, car les honnêtes gens évitaient ces parages, et les gardes, largement dédommagés avec des pièces volées, ne se mêlaient pas de leur divertissement. Dans les rues tortueuses et mal pavées, encombrées de détritus et émaillées de flaques sordides, déambulaient en titubant des fêtards ivres et vociférants. Des coins sombres où étincelaient des fers entrecroisés, fusaient des rires aigus de femmes, des bruits de lutte et de bousculade. Par les vitres cassées et les portes grandes ouvertes, éclairées par la lueur blafarde des torches, s'échappaient des relents de vin aigre et de sueur âcre, des tintements de pichets entrechoqués, des bruits de poings martelant des tables grossières et des bribes de chansons obscènes. Dans l'un de ces tripots, la joie battait son plein. Sous le plafond bas, noirci par la fumée, s'étaient réunis toutes sortes de gredins dont les accoutrements hétéroclites exhibaient tous les stades de la décrépitude. Malandrins sournois, kidnappeurs aux aguets, voleurs habiles, spadassins crâneurs accompagnés de femmes aux voix stridentes, parés de fanfreluches criardes. Les forbans indigènes constituaient l'élément dominant. Zamoriens basanés, aux yeux noirs, portant un poignard à leur ceinture et la perfidie dans le cœur. Mais il y avait aussi des loups originaires d'une demi-douzaine de pays étrangers. Un renégat hyperboréen gigantesque, taciturne et dangereux, un sabre ceint autour de sa charpente maigre, car les hommes portent ouvertement des armes dans le môle. Un faux monnayeur chémite, au nez crochu et à la barbe frisée, d'un noir bleuté. Une britunienne au regard effronté, perchée sur le genou d'un gounder aux cheveux fauves, mercenaire itinérant, déserteur de quelque armée défaite. Le gros coquin grivois, dont les plaisanteries paillardes déclenchaient tous les cris d'allégresse, était un kidnappeur professionnel, venu du lointain royaume de Kos, enseigner la technique du rap de femmes aux Amoriens, qui en savait en fait plus long sur cet art à la naissance, que lui-même ne pourrait jamais en apprendre. Le Kossien interrompit sa description des charmes d'une de ses victimes, et plongea son groin dans une énorme chope de bière écumante. Essuyant la mousse qui s'accrochait à ses lèvres épaisses, il reprit. « Par bel Dieu de tous les voleurs! Je leur montrerai, moi, comment voler des filles. D'ici l'aube, j'aurai fait passer la frontière zamorienne à ma nouvelle prise, et il y aura un convoi pour l'accueillir. Un comte d'Olophir m'a promis 300 pièces d'argent pour une jeune et jolie britunienne du meilleur monde. J'ai dû, pour en trouver une que je sache à son goût, errer des semaines entières dans les villes frontières, déguisé en mendiant. Mais c'est un joli morceau. » Il fit claquer dans l'air un baiser baveux. « Je connais des seigneurs du Chem qui donneraient pour cette fille le secret de la tour de l'éléphant, » ajouta-t-il en retournant à sa bière. Sentant une main se poser sur son bras, il tourna la tête, fronçant les sourcils d'être ainsi dérangé. Près de lui se tenait un grand jeune homme solidement bâti, qui semblait aussi déplacé dans ce tripot qu'un loup gris au milieu d'affreux rats de gouttière. Sa pauvre tunique ne parvenait pas à dissimuler sa puissante charpente, ses larges et vigoureuses épaules, sa poitrine massive, sa taille mince et ses bras musclés. Ses yeux d'un bleu ardent tranchaient sur sa peau brune, tannée par les soleils lointains. Une tignasse noire et ébouriffée couronnait son large front. Une épée pendait à sa ceinture dans un fourreau de cuir usé. À la vue de cet homme, qui n'appartenait à aucune race civilisée de sa connaissance, le Kossien ne put réprimer un mouvement de recul. « Tu as nommé la tour de l'éléphant, » dit l'inconnu, qui parlait zamorien avec un accent étranger. « J'ai entendu conter beaucoup d'histoires sur cette tour. Quel est son secret ?» Le jeune homme n'avait pas l'air menaçant. De plus, l'effet de la bière et l'approbation manifeste de l'assistance donnaient du courage au Kossien.
Le secret de la tour de l'éléphant, s'écria-t-il. Mais voyons. Le dernier des imbéciles sait que le prêtre Yara y demeure, veillant jalousement sur la clé de son pouvoir magique, un joyau prodigieux qu'on appelle le cœur de l'éléphant. Le barbare réfléchit un instant. J'ai vu cette tour, dit-il. Elle est située dans un grand jardin entouré de hautes murailles qui surplombent la ville. Je n'ai pas vu de sentinelle. Les murs doivent être faciles à escalader. Comment se fait-il que personne n'ait volé cette pierre mystérieuse? D'abord déconcerté par la simplicité de son interlocuteur, le Cossien éclata d'un rire moqueur, auquel les autres firent écho. « Écoutez-moi ce niais !» rugit-il. « Il volerait le joyau de Yara. Écoutez-moi ça, les amis !» dit-il, braquant sur le jeune homme un regard sévère. « Je présume que tu es quelque barbare du Nord. »« Je suis cimérien, » répondit l'étranger d'un ton peu amène. Cette réponse ne signifiait pas grand-chose pour le Cossien. Originaire lui-même d'un royaume situé tout au sud, aux frontières du Chem, il n'avait que vaguement entendu parler des peuples du Nord. « Alors écoute-moi bien, l'ami, et tire-en une leçon, » dit-il, tendant son pichet dans la direction du jeune homme décontenancé. « Apprends qu'en Zamora, et dans cette ville en particulier, il y a plus de voleurs audacieux que nulle part ailleurs dans le monde, le Coss y compris. S'il avait été permis à un mortel de dérober la pierre, sois certain que cela serait fait depuis longtemps. Tu parles d'escalader les murs, mais une fois de l'autre côté, tu souhaiterais bien vite être revenu à ton point de départ. Si la nuit il n'y a pas de sentinelle dans le jardin, enfin pas de sentinelle humaine, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela. Mais dans la salle de garde en bas de la tour sont postés des hommes armés, et même si tu parvenais à tromper la vigilance de ceux qui hantent l'obscurité du jardin, il te faudrait encore franchir le barrage de ces soldats, car la pierre est gardée quelque part dans le haut de la tour. Mais supposons que quelqu'un réussisse malgré tout à traverser les jardins, rétorqua le Cimérien. Ne pourrait-il arriver jusqu'au joyau en passant directement par le haut de la tour, et éviter ainsi les soldats? De nouveau interdit, le Cossien demeura bouche bée. « Non mais vous l'entendez » s'écria-t-il railleusement. « Ce barbare est un aigle, qui prendrait son essor jusqu'au faîte de la tour, dont les parois arrondies sont plus glissantes que du verre poli, et qui n'a après tout que 150 pieds de haut. » Le Cimérien regarda autour de lui, embarrassé par l'explosion de sarcasme qui accueillit cette réflexion. Il n'y voyait quant à lui aucun humour. De plus, il était trop novice dans le monde civilisé pour en percevoir la grossièreté. Les hommes civilisés sont plus discourtois que les sauvages, car ils savent qu'ils peuvent se montrer impolis sans se faire automatiquement fendre le crâne. Désorienté et mortifié, il se serait sans doute éclipsé si le Cossien n'avait cru bon de continuer à l'aiguillonner. « Allons, allons » s'écria-t-il. « Explique à ces pauvres bougres qui n'ont commencé à voler qu'avant ta naissance, explique-leur comment tu t'y prendras pour dérober la pierre. Il y a toujours un moyen, à condition que le désir soit doublé de courage, » rétorqua évasivement le Cimérien, piqué au vif. Le Cossien prit cette réponse pour un affront personnel. Son visage s'empourpra de colère. « Quoi » rugit-il. « Tu prétends nous apprendre notre métier et insinuer par surcroît que nous sommes des lâches? Va-t'en, hors de ma vue !» Et il poussa violemment le Cimérien. « Après m'avoir tourné en dérision, voilà que tu lèves la main sur moi ?» dit d'un ton grinçant le barbare, qui sentait la rage monter en lui. Et, d'un coup du plat de la main, il rendit sa bourrade à son provocateur, qui tomba à la renverse contre la table, en s'aspergeant de bière. Avec un rugissement de fureur, le Cossien porta la main à son épée. « Écoute-moi, chien !» hurla-t-il. « Tu me paieras ça de ton cœur !» Les épées jaillirent de leurs fourreaux, et la foule, affolée, s'écarta pour laisser place nette. L'unique chandelle qui éclairait la salle fut renversée dans la cohue, et le tripot fut plongé dans l'obscurité. Au milieu du fracas, des bancs renversés, du martèlement des pieds en déroute, des cris, des jurons lancés dans la mêlée, retentit tout d'un coup un hurlement strident d'agonie, qui trancha net le tumulte. Lorsqu'une chandelle fut enfin rallumée, la plupart des clients avaient quitté la salle par les portes et les fenêtres brisées. Le reste était terré sous les tables ou derrière des tonneaux de vin. Le barbare avait disparu. Au centre de la pièce, gisait le corps tailladé du Cossien. Avec l'instinct infaillible du barbare, le Cimérien avait tué son homme dans les ténèbres et la confusion. Partie 2. Le Cimérien laissa derrière lui les lumières blafardes de l'orgie. S'étant débarrassé de sa tunique déchirée, il marchait dans la nuit vêtu d'un simple pagne et chaussé de sandales lacées
haut sur les mollets. Il se déplaçait avec l'aisance souple d'un grand fauve, pendant ses muscles d'acier sous sa peau brune. Conan traversait maintenant le quartier des temples. Ceux-ci se dressaient tout autour de lui, blancs sous la clarté des étoiles, colonnes de marbre neigeux, coupoles dorées, voûtes argentées abritant la myriade des étranges divinités de la Zamora. Ces dernières ne tracassaient pas le jeune homme outre mesure. Il savait que la religion zamorienne, comme tout ce qui caractérise des anciennes civilisations, était d'une complexité inextricable, et qu'elle avait enfoui la majeure partie de son essence primitive sous un dédale de formules et de rites. Il avait passé de longues heures à écouter, accroupi, les arguments des théologiens et des philosophes, et avait quitté leur cours complètement désorientés, certains d'une seule chose, c'est qu'ils étaient complètement toqués. Ses dieux à lui étaient simples et compréhensibles. Crom en était le chef, et il vivait sur une haute montagne, d'où il envoyait la mort et la damnation. Il était inutile d'appeler Crom à son secours, car c'était un dieu sombre et sauvage, qui détestait les faibles. Mais il donnait à chaque homme, à sa naissance, le courage et la volonté et le pouvoir de tuer ses ennemis, ce qui, pour un cimérien, était tout ce que l'on était en droit d'attendre d'un dieu. Ses sandales foulaient sans bruit le pavé luisant. Il n'y avait pas de garde dans les rues, car même les voleurs du Mol évitaient les temples, dont les profanateurs avaient, disait-on, connu de mystérieux trépas. Conan apercevait devant lui la silhouette de la tour de l'éléphant, qui se découpait sur le ciel. Pensif, il se demanda d'où pouvait lui venir ce nom. Personne ne semblait le savoir. Conan n'avait jamais vu d'éléphant, mais il pensait qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, avec une queue supplémentaire sur le devant. C'est ce que lui avait dit un chémite nomade, qui lui avait juré avoir vu des milliers de ces animaux en Hyrcanie. Mais tout le monde savait combien les habitants du Chem étaient menteurs. Et de toute façon, il n'y avait pas d'éléphant en Zamora. La tour tendait vers les astres sa flèche luisante et glacée. À la lumière du soleil, elle lançait des feux si aveuglants que peu de gens pouvaient y fixer leur regard. Certains disaient même qu'elle était en argent. L'édifice avait la forme d'un mince cylindre, d'une courbe parfaite, haut de 150 pieds, dont la couronne, incrustée de magnifiques pierreries, scintillait à la lueur des étoiles. La tour se dressait au-dessus de la ville parmi les frondaisons ondoyantes d'arbres exotiques, au milieu d'un jardin enclos par une haute muraille. À l'extérieur, celle-ci était doublée d'une bande de terrain surbaissée, également entourée d'une enceinte. Aucune lumière ne sortait de la tour, qui semblait dépourvue de fenêtres, du moins dans sa partie supérieure, qui dépassait des murs d'enceinte. Seules les pierres de la couronne scintillaient comme du givre, tout en haut, dans la clarté stellaire. Au-delà du mur extérieur, le plus bas des deux, croissait une végétation luxuriante. Le cimérien rampa jusqu'à la proximité de l'enceinte et fit halte un instant devant l'obstacle, qu'il mesura des yeux. Bien que le mur fût assez haut, il pouvait en sautant en attraper le couronnement avec les doigts. Ce serait ensuite un jeu d'enfant de se hisser par-dessus la muraille, puis de franchir l'enceinte intérieure de la même façon. Mais Conan hésita à l'idée des étranges périls qui, à ce qu'on lui avait dit, l'attendaient de l'autre côté. Les habitants du pays lui semblaient singuliers et énigmatiques. Ils étaient différents de lui et ne ressemblaient pas même aux peuples occidentaux civilisés, Brituniens, Némèdes, Cossiens et Aquiloniens, dont Conan avait entendu parler et relaté les mystères passés. Le peuple zamorien était très ancien, et à ce qu'il en avait vu, très malfaisant. Il songea à Yara, le grand prêtre, qui, de cette tour, couronnée de pierreries, jetait d'étranges sortilèges, et frémit en évoquant un récit qui l'avait frappé. Un page ivre de la cour lui avait raconté comment Yara, désireux de se venger d'un prince indocile, avait brandi en ricanant une pierre brillante et maléfique, dont les rayons chauds et aveuglants avaient réduit sa victime hurlante en une petite boule noire et ratatinée, et comment cette petite boule sèche s'était changée à son tour en une araignée noire, qui s'était mise à courir éperdument à travers la chambre, jusqu'à ce que Yara l'écrasât sous son talon. Le prêtre ne sortait de cette tour mystérieuse que pour jeter un sort à un homme ou à une nation. Le roi de Zamora le redoutait plus que la mort, et cette terreur était si intolérable pour sa raison, qu'il passait ses journées sous l'empire de la boisson. Yara était très vieux. On disait qu'il avait plusieurs siècles et qu'il vivrait éternellement, grâce au pouvoir magique de la pierre qu'on appelait le cœur de l'éléphant. De là seul venait le nom de la tour qui l'abritait. Absorbé dans ses pensées, le cimérien s'aplatit tout d'un coup contre le mur.
Quelqu'un passait de l'autre côté, marchant un pas mesuré. Conan perçut un tintement métallique. Ainsi donc, il y avait quand même un garde dans les jardins, qui faisait sa ronde. Le Cimmérien ne bougea pas, s'attendant à l'entendre repasser au tour suivant. Mais le parc mystérieux resta plongé dans le silence. Conan céda enfin à la curiosité. S'élançant légèrement, il se suspendit à la muraille, puis, prenant appui sur une main, se hissa jusqu'au faîte. À plat ventre sur le couronnement, il considéra le large espace qui, entre les deux murs, s'étendait à ses pieds. Il n'y avait aucune végétation de son côté, mais il pouvait apercevoir, près de l'enceinte intérieure, quelques buissons soigneusement élagués. La clarté des étoiles tombait sur le gazon ras. On entendait quelque part le clapotis d'une fontaine. Le Cimmérien se laissa glisser jusqu'à terre avec précaution, et dégainant son épée, regarda autour de lui. Ainsi, sans protection, sous la lumière nue des étoiles, il se sentit envahi par une folle nervosité. Il longea sans bruit le mur incurvé, se blottissant dans son ombre, et parvint à la hauteur des arbustes qu'il avait repérés de l'autre côté. Alors, plié en deux, il s'élança rapidement dans leur direction, et faillit trébucher contre une forme recroquevillée qui gisait près des buissons. Un rapide coup d'œil circulaire, ne lui ayant dévoilé aucun ennemi, il se pencha sur l'obstacle pour l'examiner. Malgré la faible clarté des étoiles, son regard perçant reconnut un homme solidement charpenté, portant l'armure argentée et le casque à crête de la garde royale zamorienne. Sa lance et son bouclier gisaient à ses côtés, et sa gorge portait des traces manifestes de strangulation. Mal à l'aise, le barbare regarda autour de lui. Assurément, cet homme n'était autre que la sentinelle qu'il avait entendu passer devant sa cachette, derrière le mur. Durant le court instant qui s'était écoulé depuis, des mains anonymes surgies de l'ombre avaient étranglé le soldat. Scrutant les ténèbres, il surprit un mouvement furtif dans les buissons, près du mur d'enceinte. Il s'approcha sur la pointe des pieds, la main crispée sur son glaive. Bien qu'il ne fît pas plus de bruit qu'une panthère se faufilant dans la nuit, celui qu'il poursuivait l'entendit. Le Cimmérien entrevit obscurément une énorme masse près du mur, et fut soulagé de constater qu'au moins elle avait forme humaine. Haletant de panique, l'individu fit brusquement volte-face, et, les mains tendues en avant, ébaucha un plongeon. Mais il réprima son mouvement à la vue de la lame d'acier, d'où jaillit un éclair. Les deux protagonistes se firent face un instant, sans mot dire, prêts à tout. « Tu n'es pas un soldat, » dit enfin l'inconnu à voix basse. « Tu es un voleur, comme moi. »« Et toi, qui es-tu » s'enquit à son tour le Cimmérien, méfiant. « Taurus de Némédie. » Le Cimmérien abaissa son arme. « J'ai entendu parler de toi. On t'appelle le prince des voleurs. » Un rire étouffé lui répondit. Taurus avait la même taille que le Cimmérien, mais il était plus corpulent. Toutefois, bien qu'il fût gras et bedonnant, chacun de ses gestes dénotait un subtil magnétisme dynamique, qui, même dans la pâle clarté des étoiles, se reflétait dans ses yeux perçants, étincelants de vitalité. Il était nu-pied, et tenait à la main un rouleau de ce qui semblait être une corde mince et solide, nouée à intervalles réguliers. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Conan, de Cimmérie, » répondit l'autre. « Je suis venu essayer de voler la pierre de Yara, qu'on appelle le cœur de l'éléphant. » Conan sentit le gros ventre de l'homme balloter de rire, mais non d'un rire moqueur. « Par bel dieu des voleurs » chuchota Taurus. « Je croyais que moi seul aurais le courage de tenter ce coup-là. Ces Amoriens se prétendent voleurs. Bah ! Conan, j'aime ton audace. Je n'ai jamais partagé d'aventure avec quiconque, mais par belle, nous tenterons celle-ci ensemble si tu le veux. Ainsi c'est la pierre qui t'intéresse, toi aussi? Quoi d'autre? Mon plan est au point depuis des mois, mais toi, mon ami, tu m'as l'air d'avoir agi sur un coup de tête. C'est toi qui as tué le soldat? Bien sûr. Je me suis glissé par-dessus le mur alors qu'il était à l'autre bout du jardin, et je me suis dissimulé dans les bosquets. Il m'a entendu ou a cru entendre quelque chose. Quand cet imbécile est arrivé, à tâtons, cela était un jeu d'enfant de me cacher derrière lui, de lui attraper le cou et de lui serrer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Comme la plupart des gens, il était à moitié aveugle dans l'obscurité. Un bon voleur doit avoir des yeux de lynx. « Tu as commis une erreur, » dit Conan. Taurus lui lança un regard courroucé. « Moi, une erreur? Impossible. Tu aurais dû traîner le corps dans les buissons. Dis le novice au maître en la matière. Ils ne relèveront pas la sentinelle avant minuit passé.
Si quelqu'un venait le chercher maintenant et découvrait son corps, il courrait aussitôt alerter Yara, nous laissant le temps de nous enfuir. S'il ne le trouvait pas, il se mettrait à fouiller les buissons, et nous serions pris comme des rats. Tu as raison, acquiesça Conan. Bon, maintenant écoute, cette maudite discussion nous fait perdre du temps. Il n'y a pas de gardien à l'intérieur du jardin. Enfin pas de gardien humain. Mais il y a des sentinelles bien plus redoutables. C'est leur présence qui m'a si longtemps embarrassé. Mais j'ai fini par trouver un moyen de les circonvenir. Que fais-tu des soldats dans le bas de la tour? Le vieux Yara demeure dans les chambres du haut. C'est par là que nous entrerons, et sortirons, je l'espère. Peu importe comment, j'ai mon plan. Nous nous introduirons dans la tour par le sommet et descendrons étrangler le vieux Yara avant qu'il n'ait le temps de nous jeter un de ses maudits sorts. Du moins, nous essaierons. Être changé en araignée ou en crapaud, ou bien obtenir richesse et puissance universelle, tout voleur digne de ce nom doit savoir prendre des risques. J'irai aussi loin qu'il sera humainement possible, dit Conan en ôtant ses sandales. Alors suis-moi. Faisant demi-tour, Taurus prit son élan, s'accrochant au mur et se hissa jusqu'au faîte. Étant donné sa corpulence, la souplesse de cet homme était étonnante. Il semblait à peine effleurer la muraille. Conan le rejoignit, et couché à plat ventre sur le large couronnement, ils s'entretinrent à voix basse avec circonspection. « Je ne vois aucune lumière, » chuchota Conan. La partie inférieure de la tour était, comme la portion supérieure, visible de l'extérieur du jardin, un cylindre parfait, brillant, sans ouverture apparente. « Il y a des portes et des fenêtres, astucieusement construites, » répondit Taurus. « Mais elles sont fermées. L'air que respirent les soldats leur vient d'en haut. » Dans le jardin noyé de mystère, des buissons duveteux et des arbres fourchus déployaient leurs sombres et ondoyantes frondaisons contre le ciel étoilé. Conan sentit planer sur son âme, aux aguets, la menace d'un danger imminent. Il perçut le regard brûlant du invisible et flaira un parfum subtil qui fait hérisser instinctivement les petits cheveux de sa nuque, comme le font les poils des chiens à l'odeur d'un vieil ennemi. « Suis-moi, » murmura Taurus. « Reste derrière moi, si tu tiens à la vie. » Tirant de sa ceinture un objet qui ressemblait à un tube de cuivre, le Németh s'accroupit légèrement sur le gazon, au pied du mur. Conan était juste derrière lui, épée au poing. Mais Taurus le repoussa contre la muraille, et ne manifesta quant à lui aucune envie d'avancer. Il demeurait immobile, tendu par l'attente, le regard fixé, comme celui de Conan, sur un bouquet d'arbustes distants de quelques mètres, dont la masse sombre continuait à s'agiter, bien que la brise fût tombée. Soudain, deux grands yeux luisants surgirent des ombres mouvantes, et derrière eux, d'autres points de feu apparurent dans les ténèbres. « Des lions !» grommela Conan. « Oui. Pendant la journée, ils sont enfermés sous la tour, dans des antres souterrains. Voilà pourquoi il n'y a pas de sentinelle dans le jardin. » Conan compta rapidement. 5 en vue. Peut-être d'autres, cachés derrière le bosquet. Ils vont charger d'une minute à l'autre. « Tais-toi !» chuchota Taurus, qui, s'éloignant du mur avec précaution, comme s'il eût marché sur des rasoirs, leva le mince tube qu'il tenait à la main. Des bruissements étouffés sortirent de l'ombre et des yeux étincelants s'approchèrent des deux hommes. Conan distinguait vaguement les grandes mâchoires écumantes, les queues touffues fouettant l'air. L'atmosphère se tendit. Le Cimmérien serra son glaive, guettant l'assaut irrésistible de ces corps gigantesques. Taurus porta l'extrémité du tube à ses lèvres, et, soufflant de toutes ses forces, expulsa un long jet de poudre jaunâtre. Un épais nuage vert jaune enveloppa aussitôt les arbustes, recouvrant les yeux luisants de son voile opaque. Taurus regagna le mur en courant, sous le regard interrogateur de Conan. L'épais nuage masquait entièrement le bosquet, dont ne provenait aucun son. « Quel est ce brouillard ?» demanda le Cimmérien, mal à l'aise. « La mort !» murmura le Némède. « Si un vent se lève et le souffle dans notre direction, nous devrons nous enfuir par-dessus le mur. Mais non, l'air est calme, et le nuage se dissipe à présent. Attends qu'il ait entièrement disparu, car le respirer, c'est la mort. » Seuls subsistaient maintenant quelques filaments jaunâtres, qui flottaient spectralement dans l'air. Ils eurent bientôt disparu, et Taurus fit avancer son compagnon. Tous deux s'approchèrent à pas feutrés du bouquet d'arbustes, et Conan demeura stupéfait. Dans l'ombre gisaient 5 fauves, le feu de leurs yeux sombres éteint à jamais. L'air exhalait une odeur douceâtre, écœurante. « Ils sont morts sans faire aucun bruit, » murmura le Cimmérien. « Taurus, quelle était cette poudre ? » « Elle est faite avec le lotus noir,
qui pousse dans les jungles lointaines du Kitaï, où seuls demeurent les prêtres aux cannes jaunes de Yun, et dont les fleurs font tomber reine mort quiconque respire leur parfum. Conan s'agenouilla près des grandes formes inertes pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. Il hocha la tête. La magie des pays exotiques était mystérieuse et terrible pour les barbares du Nord. « Pourquoi ne tuerais-tu pas de la même façon les soldats qui sont dans la tour ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai utilisé toute la poudre en ma possession, » répondit Taurus. « Le tour de force qu'il m'a fallu accomplir pour me la procurer suffirait déjà à me rendre célèbre parmi les voleurs du monde entier. Je l'ai dérobée à un convoi en route pour la Stygie, et j'ai dû, pour cela, la tirer dans son sachet en fil d'or, des anneaux d'un énorme serpent qui ne s'est même pas réveillé. Mais viens, au nom de Belle, allons-nous passer la nuit à discourir ?» Se faufilant entre les arbustes, ils gagnèrent le pied de la tour brillante. D'un geste, Taurus imposa silence à son compagnon, puis défit sa corde à nœud terminée à une extrémité par un solide crochet d'acier. Conan comprit son plan et ne posa pas de questions. Saisissant la corde à peu de distance du crochet, le Németh se mit à le faire tournoyer au-dessus de sa tête. Conan appliqua son oreille contre la paroi polie de la tour, mais ne perçut aucun son. De toute évidence, les soldats qui se trouvaient à l'intérieur ne soupçonnaient pas la présence des deux intrus, qui n'avaient pas fait plus de bruit que le vent nocturne dans les arbres. Mais une étrange nervosité s'était emparée du barbare. Peut-être était-elle due à cette odeur de lion qui imprégnait l'atmosphère. De son bras vigoureux, Taurus lança la corde d'un geste souple et ondulant. Le crochet effectua de curieux mouvements de bas en haut, puis disparut par-dessus la rangée des pierreries qui couronnaient le sommet. Il avait dû se planter fermement, car, sans fléchir, il résista d'abord à des tiraillements circonspects, puis à de violentes secousses. « Du premier coup, » murmura Taurus. « Ce fut l'instinct sauvage de Conan qui lui fit faire brusquement volte-face, car la mort qui les menaçait ne faisait aucun bruit. Le Cimmérien entrevit fugitivement une énorme masse fauve, qui, dressée de toute sa hauteur contre le ciel étoilé, s'apprêtait à lui porter un coup fatal. Aucun homme civilisé n'eût pu bouger à moitié aussi vite que le fit le barbare. Un éclair de lumière stellaire jaillit de sa lame glacée, mue par l'énergie désespérée de tous ses nerfs et muscles, et l'homme et la bête roulèrent ensemble sur le sol. Proférant à voix basse des jurons incohérents, Taurus se pencha sur les deux corps entremêlés, et vit aux gesticulations de son compagnon que celui-ci s'efforçait de se dégager du poids écrasant qui l'étouffait. Le Németh constata avec stupéfaction que le lion était mort, le crâne fendu en deux. Saisissant la carcasse, il aida Conan à le repousser. Et le barbare, tenant encore à la main son épée, dégoûtante de sang, se remit sur ses pieds. « Es-tu blessé, l'ami » fit Taurus, encore sous le coup de l'incroyable rapidité des événements. « Non, par Chrome » répondit le barbare. « Mais je l'échappais belle, cette fois-ci. Et pourtant ma vie n'est rien moins que monotone. Pourquoi donc cette maudite bête n'a-t-elle pas rugi en attaquant ? Tout est étrange dans ce jardin, dit Taurus. Les lions frappent en silence. Et pas seulement les lions. Mais viens ! Ce carnage a fait peu de bruit, mais les soldats l'ont peut-être entendu, s'ils ne sont pas soûls ou assoupis. La bête se trouvait dans quelques autres coins du jardin, et a ainsi échappé à la mort des fleurs. Mais il n'y a plus de lions à présent, c'est sûr. Il nous faut grimper à cette corde. Inutile de demander à un Cimmérien si sait le faire. Pourvu qu'elle supporte mon poids, grogna Conan, qui nettoyait son épée dans l'herbe. Elle en supporterait 3 comme moi, répondit Taurus. Elle est nattée avec des tresses de femmes mortes, qu'à minuit j'ai ravi de leur tombe, et pour la rendre encore plus solide, je l'ai trempée dans la résine empoisonnée de l'upas. J'irai en tête, suis-moi de près. Le Németh saisit la corde, se l'entoura autour d'une jambe et commença à grimper. Il montait comme un chat, démentant la gaucherie que laissait présager son embonpoint. Le Cimmérien le suivit. La corde se balançait et tournait sur elle-même, mais cela ne gênait pas les grimpeurs qui, l'un comme l'autre, avaient déjà fait des escalades plus difficiles dans le passé. La couronne incrustée de la tour qui scintillait au-dessus de leur tête saillait du mur à angle droit. La corde pendait ainsi à peu près à un pied de la paroi, ce qui facilitait considérablement l'ascension. À mesure qu'ils s'élevaient en silence, les lumières de la ville s'étendaient de plus en plus loin sous leurs yeux, et l'éclat rutilant des gemmes qui bordaient la couronne éclipsait graduellement la clarté des étoiles. Allongeant une main, Taurus agrippa la couronne et se hissa au sommet. Parvenu à son tour à l'extrémité de la corde, Conan marqua un temps d'arrêt, fasciné par le feu aveuglant des grosses pierres chatoyantes,
Diamants, rubis, émeraudes, saphirs, turquoises et pierres de lune, incrustés en rangs serrés dans l'argent miroitant. De loin, leurs éclats différents semblaient se fondre en un scintillement blanc, mais maintenant, de près, elles étincelaient d'un million de teintes, hypnotisant le barbare de leurs reflets irisés. « Il y a ici une fortune fabuleuse, Taurus, » murmura-t-il. Mais le Némède répondit avec impatience. « Allons, viens. Si nous nous emparons du cœur, ces pierres seront à nous ainsi que tout le reste. » Conan se hissa sur la couronne resplendissante. Le bord incrusté dominait de quelques pieds le sommet de la tour, dont la surface plane d'un bleu sombre, piquée d'incrustations d'or où se miraient les étoiles, ressemblait à un large saphir saupoudré de poussière brillante. Devant eux, les deux compagnons aperçurent de l'autre côté du toit une sorte de bâtisse faite du même matériau argenté que les murs de la tour, où des gemmes plus petites formaient des arabesques. L'unique porte était en or écaillé, incrustée de pierreries qui luisaient comme de la glace. Conan tourna les yeux vers l'océan de lumière palpitante qui au loin s'étendait à leurs pieds. Puis il les reporta sur Taurus, occupé à remonter et à rouler sa corde. Le Némède montra à Conan le point de chute du crochet, dont la pointe était fichée d'un quart de pouce sous une grosse pierre de la face interne de la couronne. « La chance était encore avec nous, » grommela-t-il. « Cette pierre aurait pu facilement lâcher prise sous nos poids conjugués. Suis-moi. Les véritables dangers de notre aventure ne font que commencer. Nous sommes dans l'antre du serpent, mais nous ne savons pas où il se terre. » Avec l'agilité de deux tigres, ils traversèrent sans bruit le toit sombre et luisant, et firent halte devant la bâtisse scintillante. D'une main preste et circonspecte, Taurus essaya la porte, qui céda sans résistance. Et les deux compagnons, sur le qui-vive, regardèrent à l'intérieur. Par-dessus l'épaule du Némède, Conan entrevit une pièce étincelante dont les murs, le plafond et le sol, incrustés de grosses pierres blanches, jetaient une vive lumière qui semblait le seul éclairage de la salle. Cette dernière ne recelait, en apparence, aucune vie. « Avant de refermer notre dernière issue, » chuchota Taurus, « va jusqu'à la couronne inspecter les abords de la tour. Si tu vois des soldats rôder dans les jardins ou quelque chose de suspect, reviens m'avertir. Je t'attendrai dans cette pièce. » Conan, qui ne voyait aucune raison à cette demande, conçut un vague soupçon, mais il obéit à Taurus. Lorsqu'il eut tourné les talons, le Némède se glissa à l'intérieur et ferma la porte derrière lui. Conan contourna sans bruit la couronne de la tour et revint à son point de départ sans avoir décelé aucun mouvement suspect dans l'océan de feuillage qui ondoyait à ses pieds. Il se tournait vers la porte quand soudain, de l'intérieur de la pièce, lui parvint un cri étranglé. Électrisé, le Cimmérien fit un bond en avant. La porte brillante s'ouvrit toute grande, et Taurus apparut dans l'encadrement, vacillant, dans le scintillement froid de la salle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais sa gorge n'émit qu'un son rauque. Se cramponnant à la porte dorée, il sortit en titubant sur le toit. Puis il s'écroula de tout son long, serrant sa gorge à deux mains. La porte se referma derrière lui. Ramassé sur lui-même comme une panthère aux abois, Conan n'aperçut rien dans la pièce, derrière le Némède foudroyé, pendant le bref instant où la porte se refermait. À moins que l'ombre qu'il avait cru voir courir sur le sol luisant ne fût pas l'effet d'un jeu de lumière. Rien ne suivit Taurus sur le toit, et Conan se pencha sur l'homme étendu. Les yeux dilatés du Némède fixaient vers le ciel un regard vitreux, empreint d'une atroce épouvante. Ses mains étaient crispées sur sa gorge. La salive s'échappait de ses lèvres avec un gargouillis. Puis, tout à coup, il se raidit, et le Cimmérien, abasourdi, sut qu'il était mort. Il pressentit que Taurus avait expiré en ignorant la cause de son trépas. Conan jeta un regard effaré sur l'énigmatique porte d'or. Dans cette pièce aux murs incrustés de pierres brillantes, la mort était venue au prince des voleurs, aussi silencieusement, aussi mystérieusement que celle qui, par sa main, avait frappé les lions dans le jardin. Le barbare palpa doucement le corps à moitié nu du cadavre, en quête d'une blessure. Les seules traces de violence se trouvaient entre les épaules, à la base du cou taurin du Némède. 3 petites plaies rondes, comme si 3 clous eussent été plantés profondément dans la chair, puis retirés. Les blessures dégageaient une légère mais nette odeur de putréfaction. Flèche empoisonnée, se demanda Conan. Mais en ce cas, les projectiles auraient dû être encore fichés dans les plaies. Circonspect, Conan marcha furtivement jusqu'à la porte dorée, l'ouvrit et regarda à l'intérieur. La pièce, déserte,
baignaient dans l'éclat froid et scintillant des innombrables gemmes. Au beau milieu du plafond, il remarqua un dessin étrange, un octogone noir, au centre duquel 4 pierres répandaient une lueur rouge, qui tranchait sur l'éclat blanc des autres joyaux. De l'autre côté de la pièce s'ouvrait une porte identique à celle devant laquelle il se tenait, moins les mourures écaillées. Était-ce par là qu'était entrée la mort? Et après avoir frappé sa victime, avait-elle emprunté le même chemin pour sortir? Le cimérien referma la porte derrière lui et pénétra à l'intérieur. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol cristallin. Il n'y avait ni chaise ni table dans la pièce meublée seulement de 3 ou 4 divans de soie, ornés de broderies d'or, formant d'étranges motifs serpentins, et de plusieurs coffres d'acajou aux ferrures d'argent. Certains de ces derniers étaient scellés par de lourdes serrures d'or. D'autres, ouverts, leurs couvercles sculptés rejetés en arrière, révélèrent aux yeux ébahis du cimérien la splendeur désordonnée de monceaux de pierreries. Conan lâcha un juron à voix basse. Il avait déjà vu, depuis le début de la nuit, plus de richesses que même dans ses rêves il n'avait jamais contemplées. Songeant à ce que devait valoir le joyau qu'il cherchait, il fut pris de vertige. Courbé, aux aguets, tête en avant, épée au poing, il était parvenu au centre de la pièce, lorsque la mort surgit de nouveau, sans un bruit. Une forme sombre, voltant sur le sol brillant, fut son seul avertissement. Instinctivement, il fit un saut de côté qui lui sauva la vie. Il eut la vision fugitive d'un monstre noir et velu, qui passait près de lui, entrechoquant ses crocs écumants. Un liquide, brûlant comme des gouttes de feu de l'enfer, lui aspergea l'épaule. Il fit un bond en arrière, brandissant son arme, et vit le monstre frapper le sol, tournoyer et fondre sur lui à une vitesse effroyable. Une énorme araignée noire, comme on n'en voit que dans les cauchemars. Cet ogre, de la taille d'un cochon, se déplaçait sur le sol à une vitesse prodigieuse, porté par 8 grosses pattes velues. Ses 4 yeux luisaient d'un regard mauvais, pétillant d'une affreuse intelligence. Ses crocs dégoûtaient d'un venin que Conan savait mortel, à en croire la brûlure des quelques gouttes tombées sur son épaule lorsque la chose l'avait frappé et manqué. C'était là le tueur qui, descendu au bout d'un fil de toile de son perchoir au milieu du plafond, s'était posé sur le cou du Némède. Imbéciles qu'ils étaient, de n'avoir pas soupçonné que les pièces du haut seraient aussi bien gardées que celles du rez-de-chaussée. Ces pensées traversaient rapidement l'esprit de Conan, tandis que le monstre revenait à la charge. Le cimérien sauta sur place, et l'araignée passa sous lui, fit volte-face, et répéta l'offensive. Cette fois, il esquiva l'assaut d'un bond sur le côté, et riposta comme un chat. Son épée blessa l'une des pattes velues, et il se déroba de nouveau à l'attaque du monstre, qui faisait claquer bruyamment ses crocs démoniaques. Mais la créature changea de tactique. Bifurquant, elle traversa le sol cristallin et grimpa le long du mur jusqu'au plafond. Elle demeura tapie là un instant, fixant sur sa proie ses yeux rouges et diaboliques. Puis, tout à coup, elle s'élança dans l'espace au bout d'un fil grisâtre et gluant. Conan fit un pas en arrière pour esquiver l'impact, puis baissa promptement la tête, évitant de justesse le gluot de la toile volante. Devinant l'intention du monstre, il s'élança vers la sortie. Mais l'autre fut plus rapide que lui, et un large filet de toile poisseuse, collé en travers de la porte, fit de la pièce une prison. Conan n'osait essayer de couper la toile avec son arme, sachant qu'elle collerait à sa lame, et qu'avant qu'il n'ait le temps de l'en débarrasser, le monstre aurait planté ses crocs dans son dos. Alors commença un jeu désespéré. L'intelligence et la rapidité de l'homme se mesurant à l'astuce et la vitesse démoniaque de l'araignée géante. Celle-ci ne chargeait plus directement sur le sol et ne s'élançait plus sur sa victime, du haut de son perchoir. Elle parcourait en tous sens le plafond et les murs, essayant d'enlacer sa proie dans les longues boucles de toile grise et gluante qu'elle lui lançait avec une précision infernale. Ses filets étaient aussi épais que des cordes, et Conan savait qu'une fois qu'il l'aurait pris au piège, son énergie désespérée ne suffirait pas à le soustraire à temps au monstre meurtrier. Cette danse satanique se poursuivit tout autour de la pièce, dans un silence absolu, ébranlé seulement par les halètements de l'homme, le bruit sourd de ses pieds nus sur le sol luisant et le claquement des crocs de la bête. Des rouleaux de filets gris jonchaient le sol, d'autres pendaient en boucle le long des murs, couvraient les coffres de pierreries et les divans soyeux, ou tombaient en festons sombres du plafond incrusté. Grâce à la rapidité fulgurante de son regard et de ses muscles, Conan était encore indemne, bien que les boucles poisseuses fussent passées si près de lui qu'elles avaient frôlé sa peau nue. Il savait qu'il ne pourrait pas leur échapper indéfiniment.
Il lui fallait non seulement surveiller les filets qui pendaient du plafond, mais aussi regarder où il mettait les pieds, pour ne pas trébucher sur ceux qui étaient à terre. Tôt ou tard, une boucle collante s'enroulerait autour de lui comme un python, et entouré de ce cocon, il serait à la merci du monstre. L'araignée courait sur le sol de la pièce, traînant à sa suite la corde grise et ondulante. Conan sauta du divan où il s'était perché. Le monstre vira prestement, grimpa comme une flèche sur le mur, et la toile quittant le sol, comme un être vivant, fouetta la cheville du cimérien. Celui-ci tomba sur les mains et tenta frénétiquement de se dégager du filament qui l'enserrait, comme l'anneau souple d'un serpent. Le diable velu dévalait le mur au galop pour achever sa proie. Dans la folie du désespoir, Conan saisit un coffre et le lança de toutes ses forces. Le lourd projectile alla s'écraser contre le mur, au beau milieu des pattes noires. Une humeur visqueuse et verdâtre gicla de la masse sanguinolente, qui tomba sous l'amas flamboyant des pierreries qui se déversaient pêle-mêle sur son corps écrasé. Les pattes velues s'agitaient dans le vide, ses yeux mourants jetaient leur éclat rouge au milieu des gemmes scintillantes. Regardant autour de lui, Conan ne vit surgir aucun autre monstre. Il entreprit de se dégager de la toile. La substance collait obstinément à sa cheville et à ses mains, mais il finit par se libérer, et se frayant de son glaive un chemin à travers les rouleaux filandreux qui emplissaient la pièce, il gagna la porte intérieure. Il ignorait quelles horreurs l'attendaient de l'autre côté. Le sang du Sumérien bouillonnait dans ses veines. Puisqu'il était venu de si loin et qu'il avait surmonté tant de périls, il était déterminé à aller jusqu'au bout de l'aventure, quelle qu'en pût être la sombre issue. Il sentait que la pierre qu'il cherchait n'était pas un des nombreux joyaux amoncelés si négligemment dans la pièce étincelante. Arrachant les boucles de toile d'araignée qui obstruaient la porte intérieure, il constata qu'elle non plus n'était pas fermée à clé. Il se demanda si les soldats en bas ignoraient toujours sa présence. Ils s'en trouvaient, il est vrai, séparés par une distance importante, et s'il fallait en croire les rumeurs qui couraient, les gardiens étaient accoutumés à entendre dans la tour au-dessus d'eux des bruits singuliers et lugubres, des cris d'horreur et d'agonie. Songeant à Yara, il fut pris d'un léger malaise en ouvrant la porte dorée. Mais il ne vit qu'un escalier d'argent qui descendait, éclairé par une lumière vague dont il ne put déterminer la source avec précision. L'épée à la main, il descendit les marches en silence. Sans percevoir aucun bruit, il parvint bientôt à une porte d'ivoire incrustée de jaspe couleur de sang. Il tendit l'oreille, mais aucun son ne lui parvint de l'intérieur. Il aperçut seulement de fins rubans de fumée qui s'échappaient lentement de sous la porte, exhalant une odeur étrange et exotique, inconnue du Cimérien. À ses pieds, l'escalier d'argent enfonçait sa spirale dans les ténèbres, et aucun son ne sortait de ce puits d'ombre. Conan eut le sentiment indéfinissable qu'il se trouvait seul dans une tour hantée par des spectres et des fantômes. Partie 3. Avec précaution, Conan poussa la porte d'ivoire qui s'ouvrit sans bruit. Il s'arrêta sur le seuil resplendissant et regarda autour de lui comme un loup en territoire inconnu, prêt à se battre ou à prendre la fuite. Il avait devant lui une grande pièce à la voûte dorée, dont les murs étaient en jade vert et le sol d'ivoire couvert par endroits de tapis moelleux. Derrière, un brûle-parfum posé sur un trépied d'or, d'où s'échappait une fumée exhalant une odeur exotique d'encens, se trouvait une idole, assise sur une sorte de divan de marbre. Conan la regarda, bouche bée. La statue avait le corps d'un homme nu et vert, mais ce corps était surmonté d'une tête démente de cauchemar. Trop grande pour le corps humain qui la portait, elle n'avait elle-même rien d'humain. Stupéfait, Conan considéra tour à tour les larges oreilles évasées, la trompe retroussée et les deux défenses blanches plantées de chaque côté, terminées par deux boules dorées. Les yeux, fermés, semblaient dormir. De là venait donc ce nom de tour de l'éléphant. La tête de la statue ressemblait en effet beaucoup à celle des bêtes décrites par le voyageur Shémite. C'était le dieu de Yara. Où pouvait donc être la pierre, sinon dissimulée à l'intérieur de l'idole, puisque la gemme était appelée le cœur de l'éléphant. Comme Conan avançait, fixant son regard sur l'idole immobile, tout à coup les yeux de la statue s'ouvrirent. Le Cimérien se figea sur place. Ce n'était pas une statue, mais un être vivant, et il était pris au piège dans sa chambre. L'horreur paralysante qui s'empara de lui l'empêcha d'exploser en une rage meurtrière. Dans sa situation, un homme civilisé se fût réfugié sans y croire, dans la conclusion qu'il avait perdu l'esprit. Mais il ne vint pas à l'idée du Cimérien de mettre ses sens en doute. Il savait qu'il se trouvait face à face avec un démon de l'ancien monde, et cette certitude le priva de toutes ses facultés,
hormis la vue. Le monstre avait redressé son tronc et semblait examiner la pièce. Au regard sans vie, des yeux de topaze, Conan sut que cet être était aveugle. À cette idée, ses nerfs se détendirent, et il recula silencieusement vers la porte. Mais la créature l'entendit. Elle tourna la tête vers Conan, qui fut de nouveau glacé d'horreur. La chose s'était mise à parler, d'une voix étrange, hésitante, monocorde. Le Cimmérien comprit que ses mâchoires n'avaient jamais été faites ou conçues pour la parole humaine. « Qui est là? Es-tu venu me torturer encore, Yara? Ne cesseras-tu donc jamais? Oh, Yak-Kosha! N'y a-t-il pas de fin à l'agonie ?» Des larmes roulèrent des orbites sans regard. Ayant posé les yeux sur les membres étendus sur le divan de marbre, Conan sut que le monstre ne se lèverait pas pour l'attaquer. Il reconnut les stigmates du chevalet et du fer rouge, et malgré son courage et sa témérité, il demeura interdit à la vue des vestiges atrocement déformés de ce qui avait été autrefois des membres pareils aux siens. Et soudain, toute sa crainte et sa répulsion l'abandonnèrent, pour faire face à une immense pitié. Quel était ce monstre? Conan ne pouvait le savoir. Mais l'épreuve de ses souffrances était si terrible et si navrante qu'une étrange et douloureuse tristesse envahit le Cimmérien, sans qu'il en sût la cause. Il sentit également qu'il était le témoin d'une tragédie cosmique, et fut pris de honte, comme s'il eût à répondre de la culpabilité d'une race entière. « Je ne suis pas Yara, dit-il. Je ne suis qu'un voleur, je ne te ferai pas de mal. »« Approche-toi, que je puisse te toucher, » dit la créature d'une voix tremblante. Et Conan s'approcha d'elle sans crainte, laissant pendre son épée dans sa main. Le monstre se pencha vers lui et tâta son visage et ses épaules comme le fait un aveugle avec la délicatesse d'une main de jeune fille. « Tu n'appartiens pas à la race infernale de Yara, » soupira la créature avec soulagement. « Les contours précis de ton corps, maigre, portent l'empreinte farouche des steppes. J'ai connu ton peuple autrefois, sous un autre nom, il y a très très longtemps, à l'époque où un autre monde dressait vers les étoiles la splendeur de ses tours. Il y a du sang sur tes doigts. Une araignée dans la pièce au-dessus, et un lion dans le jardin, répondit Conan d'une voix sourde. Tu as tué un homme aussi cette nuit, répondit l'autre. Et la mort hante la pièce du haut. Je le sens, je le sais. Oui, murmura Conan. Le prince des voleurs gît là-haut, tué par la morsure d'une vermine. Oh! Ah! Fit l'étrange voix inhumaine, qui s'éleva en une sourde mélopée. Un meurtre dans la taverne, et un meurtre sur le toit. Je le sais, je le sens. Et le troisième aura l'effet magique dont pas même Yara ne rêve. Ô magie de la délivrance, dieu vert de Yag! Ses larmes se remirent à couler, tandis que son corps torturé se balançait d'avant en arrière sous le coup de diverses émotions. Conan regardait la scène, stupéfait. Les convulsions s'arrêtèrent. Les yeux sans regard se tournèrent vers le Cimmérien, et l'insolite créature lui fit signe d'approcher. « Écoute, ô humain. Je te parais répugnant et monstrueux, n'est-ce pas? Non, ne réponds pas, je le sais. Mais tu me semblerais tout aussi étrange si je pouvais te voir. Il y a beaucoup d'autres mondes dans l'univers, et la vie prend des formes multiples. Je ne suis ni un dieu ni un démon, mais un être de chair et de sang comme toi, bien que nos substances soient partiellement dissemblables et que nos formes ne proviennent pas du même moule. Je suis très vieux, ô homme des vastes plaines. Il y a bien longtemps, je vins sur cette planète avec d'autres habitants de mon monde, la verte planète Yag, qui gravite à jamais sur le pourtour extérieur de cet univers. Parce que nous avions fait la guerre au roi de Yag, qui nous avait défaits et bannis, nous dûmes traverser l'espace sur nos ailes puissantes, qui nous portèrent dans le cosmos plus vite que la lumière. Mais nous ne pûmes jamais retourner chez nous, car une fois sur terre, nos ailes se flétrirent sur nos épaules. Nous vécûmes à l'écart de la vie terrestre, combattant les êtres terribles et inquiétants qui parcouraient alors cette planète, craints et respectés dans les sombres jungles de l'Orient où nous avions élu résidence. Nous vîmes les hommes émerger de l'état simiesque et construire les cités resplendissantes de la Valusie, de la Camélia, de la Comoria, et des autres états frères. Nous vîmes ces royaumes chanceler sous les coups des païens, Atlantes, Pictes et Lémuriens. Nous vîmes les océans se soulever pour engloutir l'Atlantide et la Lémurie, les îles Pictes et les somptueuses cités du monde civilisé.
Nous vîmes les survivants des races Pictes et Atlantes bâtir l'empire néolithique, puis s'abîmer dans un chaos de guerre sanguinaire. Nous vîmes les Pictes sombrer dans la barbarie, et les Atlantes retourner à l'état simiesque. Nous vîmes de nouveaux peuples sauvages, descendus du cercle arctique, migrer vers le sud en vagues conquérantes, pour construire une nouvelle civilisation, dont les royaumes s'appelèrent Némédie, Kos, Aquilonie et leurs sœurs. Nous vîmes ton peuple émerger sous un autre nom, des jungles habitées par les ex-Atlantes, devenus singes. Nous vîmes les descendants des Lémuriens, rescapés du cataclysme, repartir de zéro, remonter les degrés de l'état sauvage, et partir vers l'ouest sous le nom d'Hyrcaniens. Et nous vîmes cette race de démons, survivants de l'ancienne civilisation pré-cataclysmique, sombrer puis revenir à la culture et au pouvoir, en fondant ce maudit royaume de Zamora. Nous vîmes tout cela sans aider ni troubler la loi immuable du cosmos. Puis, un à un, nous nous éteignîmes, car nous autres, hommes de Yag, ne sommes pas immortels, bien que notre vie soit aussi longue que celle des planètes et des constellations. Finalement, je demeurai seul, rêvant aux anciens temps, dans les temples en ruine des jungles du lointain Kitaï, adoré comme un dieu par une ancienne race à la peau jaune. Puis vint Yara, versé dans une lugubre science héritée des jours barbares antérieurs au cataclysme. Il s'assit d'abord à mes pieds pour acquérir la connaissance, mais ce que je lui enseignais ne le satisfit point, car c'était de la magie blanche, et il avait soif d'une science maléfique, qui lui permettrait d'asservir les rois et d'assouvir son ambition démoniaque. Je ne voulus lui transmettre aucun des secrets de magie noire que, malgré moi, j'avais appris en traversant les âges. Mais son savoir était plus grand que je ne l'avais supposé. Usant d'un artifice extorqué au tombeau de l'obscur Stygie, il m'amena, contre ma volonté, à divulguer un secret que je n'avais pas l'intention de lui livrer. Et retournant contre moi le pouvoir qu'il m'avait ravi, il m'asservit. Ah, Dieu de Yag! Mon sort fut bien amer depuis cette heure. Des jungles perdus du Kitaï où les singes gris dansaient au pipeau des prêtres jaunes, et où des offrandes de fruits et de vin s'amoncelaient sur mes autels vétustes, il me conduisit en ce lieu. Je n'étais plus le dieu d'un bon peuple de la jungle, mais l'esclave d'un démon à forme humaine. Et des larmes jaillirent de nouveau des yeux sans vie de l'idole. Il m'enferma dans cette tour qu'en une nuit je construisis pour lui sur son ordre. Il me dompta par le feu et la torture, et par d'étranges supplices occultes que tu ne saurais comprendre. Mon agonie m'eût depuis longtemps conduit à mettre fin à mes jours, si cela eût été possible. Mais il me maintint en vie, déformé, aveugle, mutilé, pour me faire accomplir ses funestes desseins. Et voici 300 ans que, n'ayant pas le choix, j'exécute ses ordres de ce divan de marbre, noircissant mon âme de péchés cosmiques et souillant ma raison de crimes abominables. Cependant, il ne m'a pas extirpé tous mes anciens secrets, et le dernier présent qu'il recevra de moi sera le sortilège du sang et du joyau. Car je sens que ma dernière heure est proche. Tu es la main du destin. Je t'en supplie, va chercher la gemme qui se trouve sur l'autel là-bas. Conan se tourna vers l'autel d'or et d'ivoire qui lui était indiqué, et y prit une grosse pierre ronde, aussi claire que du cristal pourpre, et il sut que c'était là le cœur de l'éléphant. Et maintenant le grand sortilège, le puissant sortilège, tel que la terre n'en a jamais vu et n'en verra plus d'ici 1 million de millénaires. Je l'invoque par le sang de ma vie, par ce sang né sur le sein vert de Yag, qui rêve au loin dans l'immensité bleue de l'espace. Prends ton épée, ô humain, arrache mon cœur et presse-le, afin que mon sang inonde la pierre rouge. Puis descends cet escalier, et pénètre dans la chambre d'ébène où Yara, sous l'empire du lotus, est plongé dans des rêves maléfiques. Prononce son nom, et il s'éveillera. Dépose alors cette pierre devant lui et dis « Yak-Kosha te transmet son dernier présent et son dernier sortilège. Hâte-toi alors de sortir de la tour, sans crainte, car ton chemin sera dégagé. La vie de Yag n'est pas une vie humaine, ni sa mort une mort humaine. Délivre-moi de cette cage de chair infirme et aveugle, et je serai un nouveau yoga de Yag, couronné par la lumière du matin, avec des ailes pour voler, des pieds pour danser, des yeux pour voir, et des mains pour briser. Conan s'approcha, indécis, et Yak-Kosha, ou Yoga, comme s'il eût senti son hésitation,
lui indiqua où il devait frapper. Conan serra les dents et plongea son épée dans la poitrine de l'idole. Un torrent de sang inonda sa lame et sa main. Le monstre eut un sursaut convulsif, puis retomba, immobile. Certain que la vie avait quitté ce corps, du moins la vie telle qu'il la comprenait, Conan poursuivit sa macabre tâche. Il arracha d'un coup une chose qu'il identifia comme le cœur de l'étrange créature, bien qu'il fût curieusement différent de tous les cœurs qu'il avait vus jusque-là. Élevant l'organe encore palpitant au-dessus de la pierre brillante, il le pressa de ses deux mains, et une pluie de sang ruissela sur le joyau, qu'il absorba comme une éponge. Tenant la pierre avec précaution, il sortit de cette chambre extraordinaire et gagna l'escalier d'argent. Il ne se retourna pas, mais sentit instinctivement que quelque transmutation était en train de s'opérer dans le corps assis sur le divan de marbre. Il comprit aussi que cette transformation ne devait pas avoir de témoin humain. Ayant refermé derrière lui la porte d'ivoire, il descendit sans hésiter les degrés d'argent. Il ne lui vint pas à l'idée de ne pas obéir aux instructions qu'il avait reçues. Il fit halte devant une porte d'ébène et de jais. Sur un divan tendu de soie noire était couchée une longue forme mince. Yara, le prêtre sorcier, était là, devant lui. Ses yeux dilatés par la fumée du lotus jaune regardaient au loin plongés dans des golfes et des abîmes sans fond, inaccessibles aux humains. « Yara !» dit Conan, tel un juge prononçant une sentence. « Éveille-toi !» Les yeux s'éclaircirent aussitôt et devinrent froids et cruels, comme ceux d'un vautour. La grande silhouette vêtue de soie se redressa, dominant le cimérien de toute sa hauteur. « Chien !» Sa voix ressemblait au sifflement d'un cobra. « Que fais-tu ici ?» Conan posa le joyau sur la grande table d'ébène. « Celui qui envoie cette pierre m'a enjoint de te dire. Yak Kosha te transmet son dernier présent et son dernier sortilège. » Yara recula, et son visage sombre devint blême. Dans les profondeurs de la gemme, qui avait perdu sa clarté cristalline, frémissait un obscur battement. D'étranges ondes fumeuses de couleurs changeantes passèrent sur sa surface lisse. Yara se pencha comme hypnotisé, et saisissant la pierre entre ses deux mains, plongea le regard dans son gouffre insondable, comme si son âme tremblante eût été attirée par un aimant. Conan crut que ses yeux lui jouaient des tours. Lorsqu'il s'était levé de son divan, le prêtre semblait d'une taille gigantesque. Pourtant, à présent, la tête de Yara arrivait à peine à l'épaule du barbare. Pour la première fois de la nuit, il doutait de ses propres sens. Mais il constata avec stupéfaction que sous ses yeux, le prêtre était effectivement en train de rapetisser. Conan assista à cette scène fantastique avec détachement, comme on regarde une pièce de théâtre, envahi par un sentiment accablant d'irréalité. Le cimérien n'était plus sûr de sa propre identité. Il savait seulement qu'il avait sous les yeux les manifestations externes d'une invisible tragédie, de l'au-delà, qui dépassait son entendement. En quelques instants, Yara fut réduit à la taille d'un enfant, puis d'un bébé qui rampa sur la table, serrant toujours la pierre entre ses bras. Comprenant tout à coup son destin, le sorcier se mit debout et lâcha le joyau. Mais sa taille continuait à décroître. Conan ne vit bientôt plus qu'un pygmée minuscule qui courait en toussant sur la table d'ébène, agitant ses bras lilliputiens et poussant des cris perçants d'une petite voix d'insecte. Il était maintenant si petit que le gros joyau le dominait comme une colline. Vacillant comme un dément, le prêtre se couvrit les yeux de ses mains, comme pour les protéger de l'éclat de la pierre. Conan sentit qu'une force magnétique invisible attirait Yara vers la pierre. Par 3 fois, il en fit le tour, courant éperdument en cercle concentrique, de plus en plus serré. Par 3 fois, il tenta de s'enfuir à l'autre bout de la table. Enfin, poussant un cri dont l'écho retentit sourdement aux oreilles de Conan, le prêtre se précipita tout droit contre le globe brillant. S'étant approché, Conan vit Yara entreprendre l'ascension grotesque de la paroi courbe et lisse de cette montagne de verre. Parvenu au sommet, le prêtre leva les bras et invoqua des noms sinistres inconnus des mortels. Puis, tout à coup, il fut englouti par la pierre comme par un océan, et les ondes fumeuses se refermèrent sur lui. Yara se trouvait maintenant à l'intérieur du joyau pourpre qui avait retrouvé sa clarté cristalline. Conan le voyait gesticuler, tout petit, comme sur une scène lointaine. Alors surgit dans le cœur un être vert, brillant et ailé, à tête d'éléphant, délivré de ses infirmités. Yara se mit à fuir comme un fou,
poursuivi par sa victime, vengée. Alors la grosse pierre explosa comme une bulle et se volatilisa dans une gerbe de rayons irisés. Et Conan sut que le divin de marbre était vide, là-haut, dans la chambre qui avait abrité cette étrange créature transcosmique nommée Yakosha ou Yoga. Le Cimmérien tourna les talons et sortit de la pièce. Il gagna les marches miroitantes. Anéanti par cette aventure inouïe, il ne lui vint pas l'idée de s'enfuir par où il était rentré. Il descendit 4 à 4 la spirale d'argent qui s'enfonçait dans les ténèbres, et au pied de l'escalier brillant, parvint à une pièce plus grande. Il fit halte un instant sur le seuil de la salle de garde, où luisaient les corselets argentés des soldats et les poignets incrustés de leurs armes. Des gardes étaient assis prostrés à une table de banquet, les plumes sombres de leurs casques pendant lugubrement sur leurs têtes inclinées. D'autres gisaient parmi leurs dés et leurs gobelets, sur le sol de lapis-lazuli maculé de vin. Et Conan sut qu'ils étaient morts. La promesse avait été faite et tenue. Il ignorait si la sorcellerie, la magie, ou la charge sombre de grandes ailes vertes avait mis fin aux réjouissances, mais son chemin avait été dégagé. Devant lui, une porte d'argent s'ouvrait sur la blancheur de l'aube. Le Cimmérien sortit dans les jardins verts et ondoyants, et dans la brise du matin chargée du parfum frais de la végétation luxuriante, il se mit en route, comme un homme sortant d'un songe. Il se retourna, incrédule, pour jeter un dernier regard à la tour énigmatique qu'il venait de quitter. Était-il ensorcelé, enchanté? Avait-il rêvé toutes ces aventures? Et sous ses yeux, la tour resplendissante oscilla dans la pourpre de l'aurore. À la lumière naissante, sa couronne de joyaux rutila, et en fragments étincelants, elle se disloqua.